Radio J, l'invité du rabbin. Gabriel Fary, bonjour. Bonjour Lise. Dominique Farrugia, bonjour. Bonjour. Deuxième volet d'une émission, Dominique, qui vous est consacrée pour votre livre « Elle ne m'a jamais quitté », paru aux éditions Robert Laffont dans la collection Versio. Dominique Farrugia, bonjour, merci de nous rejoindre. Naturellement, un invité exceptionnel, émission exceptionnelle, donc en 2 volets, ce qui est très 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 inhabituel. Elle ne m'a jamais quitté. Mais ce qu'il mérite. Oui, non, mais bien plus encore, mais on ne veut pas trop abuser de son temps. Dans ce livre, Dominique Farrugia, il y a 2 choses. Il y a, assez inégales du reste en proportion, mais il y a le récit, l'histoire, et puis il y a à la fin tout un volet de propositions. Avant d'arriver sur ces propositions, j'aimerais juste vous citer de nouveau, parce que vous émettez des vœux. Vous émettez 3 vœux. Vous vous souvenez de ces 3 vœux? Non, je ne vais pas vous les demander exactement. Si je pouvais faire 3 vœux, ce serait 1. Que ma femme, autant pour moi, que ma femme me tienne la main pour autre chose que me redonner l'équilibre. Exaucer. Je l'ai déjà vu. Exaucer. Oui, mais plus difficile. Mais... Non, difficile? Bon. 2, de marcher avec mes filles, qu'on aille se balader, ce qu'on n'a jamais pu faire, que vous ferez peut-être un jour. Peut-être. Ouais, c'est un vœu. C'est pas un vœu pieux ou irréalisable. Non, mais c'est un vœu. C'est un vœu. 3e, fait d'humour, chacun le comprendra comme il le veut, de monter les marches à Cannes pour un film sélectionné par le festival. Ça, c'est carrément inconcevable. Alors, qu'est-ce qui est inconcevable? Que vous montiez les marches ou qu'un de vos films soit sélectionné? D'une part, monter les marches, c'est alors un effort gigantesque. Mais ça se passe comment à Cannes, du reste? Il y a un ascenseur, moi, d'habitude, je passe par l'entrée des artistes, je passe par l'ascenseur. D'accord. Puis ensuite, je vais rejoindre ma place. D'accord. Vous pensez que vous ne pourrez pas avoir un film sélectionné à Cannes? Non, je ne pense pas, surtout que ma nouvelle fonction, c'est de produire des séries, donc je me vois mal monter des marches. Bon, voilà. Ok, d'accord. Bon, alors, donc sur ces 3 vœux, on va dire qu'il y en a 2 qui sont hautement réalisables et qu'on vous souhaite de réaliser. Vous avez écrit votre livre de telle façon, en 7 parties, qu'il a 7 volets. Je peux les dévoiler un petit peu à nos auditeurs. Il y a des têtes de chapitre. Je prends mon élan, je cours, je marche, je boite, je roule. Et là, je vous disais, avant que nous nous retrouvions dans le studio, que je craignais la catastrophe après le « je roule ». 6, je me relève. 7, je m'élève. Donc là, vous êtes dans l'élévation en ce moment? J'essaie de passer un message. Je fais des propositions afin qu'on change la vie des personnes à mobilité réduite sous plein d'aspects. C'est-à-dire, traverser une ville comme Paris, c'est quasiment impossible puisqu'il n'y a une ligne de métro. Et encore, vous racontez que lorsqu'on peut prendre le métro, on vous dit qu'il y a des stations de métro qui sont pas accessibles. Il y a une totalement accessible, qui est la ligne 14. Puis il y a quelques lignes sur lesquelles il y a quelques accès où on peut passer. Mais on nous dit non, ces lignes-là ne sont pas ouvertes parce qu'on a peur que vous descendiez à la mauvaise station. Voilà. Parce que naturellement, lorsqu'on est à mobilité réduite, on a un problème mental bien sûr. Sérieux. C'est un véritable problème. Après, je parle de plein de choses. Je parle de la sexualité chez les handicapés. Je parle de plein de choses. J'essaie, en tout cas, d'apporter quelques solutions, puisque chaque fois que je pose un problème, il y a la solution. Et puis, j'espère que je serai entendu. Vous avez eu un retour de politique? Pas encore. De ministre, peut-être, non? Non, c'est pas la ministre qui fera, pardonnez-moi, avec tout le respect que j'ai pour elle. Madame Cluzel est une formidable ministre, mais c'est une volonté politique forte qui manque. Non, vous avez rendu hommage, on vous a vu récemment C'est dans l'air auprès de Nicolas Sarkozy, vous lui avez rendu hommage pour Hadopi, parce que c'était quand même une avancée majeure. Il avait une volonté et il l'a fait appliquer. Maintenant... Le président Macron avait fait du handicap une cause nationale. Malheureusement, on a eu cette pandémie et c'est compliqué. Maintenant, j'espère qu'un jour, j'aurai un coup de fil du président Macron, car il a réussi à appeler Bigard lorsqu'il parlait des cafés fermés. Peut-être que là, j'aurai la chance d'avoir un appel de sa part et qu'on s'entretiendra. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, c'est plus de 12 millions de personnes touchées par le handicap, touchées directement ou indirectement. C'est une vraie force, et j'espère qu'on arrivera à se faire entendre, car la vie doit être la même pour tout le monde. Je paye des impôts,
bien, soit. Donc j'ai les mêmes droits que les autres. Là, aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes droits. Je veux dire, à la rigueur, même quelqu'un qui n'est pas imposable et qui est handicapé devrait avoir les mêmes droits que les autres. Mais vous disiez, vous racontez des choses qui peut-être pour les auditeurs, semblent absolument insignifiantes, mais lorsque vous réservez une table dans un restaurant, vous demandez si c'est accessible pour un fauteuil roulant. Et on vous dit, oui, il y a juste une marche. Et le problème, c'est il y a juste une marche. Mais parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Oui. Mais tout devrait être accessible. On a remis au calendrier grec l'accessibilité des postes, en tout cas des endroits où l'on peut aller. On doit aller pour l'administration. Et la plupart ne sont pas accessibles. Des propositions, des solutions. Alors naturellement, les lieux de culture et les cinémas m'ont intéressé davantage encore parce que je me dis que vous êtes vraiment aux premières loges et que ça doit vous intéresser. Moi, je me suis dit, en venant dans les studios, la campagne présidentielle commence à battre son plein, les candidats commencent à se dévoiler. Je suis convaincu que les uns et les autres vont venir auprès de vous à un moment ou à un autre, que vous risquez de servir un peu de caution morale sur ces propositions et ces solutions. Ils vont dire, on a lu attentivement ce qu'a dit Dominique Farrugia, on va s'en inspirer, ainsi de suite. Mais allez, mettons que après la formation d'un nouveau gouvernement, après les élections présidentielles, on vous propose, on est dans la fiction, hein, vous aimez bien les fictions, vous en avez produit, on est dans la fiction, on vous propose un portefeuille, il y en a deux. On vous propose ministre de la Culture ou ministre du Handicap, vous prenez lequel ? Le handicap. Le handicap. Mais encore une fois, je n'ai rien contre Madame Cluzel qui, elle, applique ce qu'on lui demande. Non, je ne parle pas de Madame Cluzel. Non, mais je on est dans la fiction. D'elle. Si vous avez la certitude que ce que vous voulez employer durant X années va avoir des répercussions sur la vie des autres, c'est formidable. Là, je choisis ce ministère. Ministre de la Culture, il y a plein d'autres gens vraiment doués pour ça et qui le feront 1000 fois mieux que moi. Je pense que d'avoir vécu le handicap, ça permet aussi d'avoir une autre vision. N'oublions pas, et je reparle de Madame Cluzel à dessein parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Elle a elle-même une fille handicapée et vraiment elle se donne à fond. Mais la volonté en ce moment du gouvernement qui est une connerie et ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Pour les plus démunis ont une prime. Une prime, vous en parlez. Voilà. Vous en parlez. Et aujourd'hui, on veut l'indemnité handicap. L'indemnité handicap. On veut cette indemnité comment dire, l'amoindrir si vous êtes marié à quelqu'un qui gagne un peu plus d'argent que vous. C'est-à-dire baisser. Donc ça veut dire de vous rendre dépendant encore plus de celui valide peut-être qui vit avec vous, de celle ou celui. C'est absolument terrible. Et ils ne se rendent pas compte, donc ils disent non, mais ça va être mieux, vous allez voir, on dépensera plus d'argent. Non, laissez ça en l'état. S'il vous plaît, laissez ça en l'état. Je crois que ça doit passer au Sénat. Là, j'espère que ça sera retoqué. Les sénateurs n'ont jamais été très bons. Vous êtes en contact avec eux ? Non, mais moi, je les suis. Oui. C'est eux qui ont remis à 2024, justement, les bâtiments publics mis aux normes. Ils ont fait ça en 2018. Oui, vous avez Dominique Farrugia, vous êtes ce qu'on appelle un influenceur sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Twitter qui est assez actif, vous y prenez la parole. De plus en plus ces derniers temps, précisément autour de la question du handicap. Et puis il y a des choses très, très drôles aussi, par ailleurs, naturellement. Ce qui témoigne que le handicap n'est pas qu'un objet de tristesse, de lamentation et ne fait rien perdre à l'esprit vif que l'on peut avoir, bien entendu. Sur ce compte Twitter, ça faisait pas mal de temps que je voulais vous en parler. Vous vous présentez de façon assez sibylline dans la petite biographie, ou c'est une petite biographie comique de la fin du XXe siècle. C'est tout. On s'imite à ça. Oui, il ne faut pas en faire trop. Parce que là, on a quasiment un quart de siècle sur le XXIe. Oui, c'est ça. Ça a pas mal compté jusqu'à maintenant. Ça part d'une blague. Ça part d'une blague. Ça part de faire rire. Après, oui, j'ai plus de 270 000 followers. Donc, un petit peu plus. Un peu plus, oui. Non, un peu plus. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que le message soit repris et qu'on en parle. Beaucoup de gens en parlent. J'en parle encore plus avec la sortie de ce livre. Oui. Et les gens sont actifs. Les gens répondent.
le vrai problème de la France et du handicap, c'est que on a dans les pays du Nord, c'est acquis, on le fait, voilà. En Angleterre et en Allemagne et en allant de plus en plus au nord. Et en Belgique aussi. Oui, mais j'ai cru comprendre également, on en avait parlé, je crois, aussi l'Espagne. Un peu l'Espagne, pas mal aussi. Mais dans les pays du Nord, c'est acquis, alors que nous, c'est une sorte d'aumône qu'on fait. C'est-à-dire. C'est ça aussi l'humiliation dont on parlait. C'est l'humiliation totale. De devoir faire l'aumône. Mais il ne faut pas qu'on parle de. On va les aider. Non, on le fait parce que c'est pour le bien de tous. Mm-hmm. Strictement pour le bien de tous. Oui. Parce que cette ville, par exemple, Paris, doit être faite pour des gens pas que en bonne santé qui font du vélo, pour des gens qui sont malades, qui sont âgés, des mamans qui ont des bébés, des papas qui ont des bébés aussi, qui veulent prendre le métro et qui ne peuvent pas le prendre. Parce que prenez le métro avec une poussette. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Et même dans la rue, ça devient compliqué. Et la rue est très compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Parce qu'on ne la refait pas. Moi, je demande une chose. On fait une piste cyclable, et ben on refait le passage piéton. Mais oui. Afin qu'on puisse le traverser avec une chaise roulante. Moi, dans mon livre, j'invite tout le monde, c'est-à-dire tous les politiques, à passer 12 heures avec moi en fauteuil roulant. Ouais. Venez, c'est vraiment intéressant. Je pense que certains vont le faire. J'espère. Et ils tiendront pas 12 heures. Non, mais on va pas tenir 12 heures. Moi-même, je suis pas 12 heures. Vous avez pas passé 12 heures dans la rue. Ou alors, c'est vraiment qu'une journée à rien foutre. Oui. et vos journées sont denses. Il y a quelque chose de très touchant aussi dans votre livre, parce que au fond, les Français, les auditeurs vous connaissent à travers vos films, mais vous connaissent peu, on va dire, de façon personnelle. Vous êtes un personnage public sans pour autant faire de la publicité sur votre personne. Vous êtes assez discret. Moi, je donne juste une petite piste aux auditeurs pour mieux vous connaître, c'est de voir vos films, parce que je trouve que beaucoup de vous se trouvent dans votre film. Il y a pour moi un film qui reste absolument essentiel. Je ne sais pas si pour vous il est aussi important, mais qui, moi, m'a ému aux larmes et m'a fait rire comme jamais, qui est le film Bis, et qui, à mon sens, raconte pas mal de choses de ce que vous êtes, de votre histoire. Vous parlez avec beaucoup de tendresse de votre enfance, de cette naissance un petit peu par hasard à Vichy, là où votre papa était chef d'orchestre, donc il se trouvait à Vichy à ce moment-là. Vous parlez de votre maman, vous parlez de votre mère juive, qui en a pas tous les travers, tiens, justement. Mais dans ces travers qui sont un peu démonstratifs parfois, il y a l'aspect affectif, un peu trop pesant. Bon, ça, voilà, vous n'avez pas eu à souffrir, entre guillemets, de trop d'affection. Non, il y avait une sorte de neutralité, comme ça, dans votre enfance. Maman était d'origine polonaise, née en France. Elle était née où, en Pologne? Elle est née en France. Elle est née à Troyes, dans l'Aube. Elle est née à Troyes, dans l'Aube. Voilà, elle s'est cachée pendant la guerre. Maman était extrêmement ashkénaze, j'ai compris ça après. Elle parlait yiddish? Pas du tout. C'était des juifs plus qu'assimilés qui cachaient énormément leur judaïsme. On est même allé à l'église, mon frère et moi. Fred, dont vous parlez beaucoup. Vous rendez de beaux hommages à votre frère Fred, qui a une importance particulière. C'est avec lui qu'on a porté nos parents pendant toute leur fin de vie. Et un lien juste exceptionnel entre votre père et vous. Bien sûr. Ça a été un lien toujours très, très fort, très nourri. Papa était une personne haute en couleur et c'est difficile de gommer ce personnage-là. Voilà, donc il est dans mes prières. Il était, il est souvent là. Maman, malheureusement, est morte d'une maladie terrible. Qui s'appelle Démence de Lévy ou Accord de Lévy. Et pendant 10 ans, elle n'a pas parlé, elle mangeait, elle avait tout oublié. Donc c'était plus difficile. Avec papa, on avait ce rituel d'aller déjeuner dans un restaurant tunisien qui s'appelait La Corniche, qui s'appelait malheureusement. Et on avait ce rituel formidable. Moi, j'ai pris beaucoup de la Tunisie de mon père et presque rien du côté un peu ashkénaze de maman, voilà. Et puis mes parents étaient un peu absents lorsque j'étais enfant, mais très présents tout le temps. Oui, mais une absence qui vous a permis, vous le dites très bien dans votre livre, de vous retrouver autour d'une bande de copains qui sont tous plus connus les uns que les autres aujourd'hui. Souvent, ces amis-là, les Hazanavicius et compagnie,
dans le 9e, dans le cœur du 9e arrondissement, c'est bien ça, hein, rue Notre-Dame-de-Lorette, je crois. Ouais. Et puis, il a fallu que vous fassiez un petit peu vos armes. Votre père vous a dit, débrouille-toi, parce qu'il faut gagner sa croûte. C'était Europe 1, je crois. D'abord, j'étais coursier à pied dans les assurances. Oui, ah oui, c'est ça. Et puis, non, j'ai eu la chance d'avoir des amis formidables. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ne m'ont jamais vu comme un malade, mais toujours comme une personne normale. Voilà, j'en parle avec joie et avec bonheur, et un peu d'émotion aussi. Voilà. Beaucoup d'émotions, et on en ressort assez bouleversé, mais bouleversé entre rire et larmes. Et voilà, à l'image de la personne que vous êtes, Dominique Farrugia, vraiment un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et donc, l'émotion, elle est au cœur de votre ouvrage. Elle ne m'a jamais quitté, paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis Bis, regardez le film Bis, il est sur Netflix, on le trouve où là actuellement? Bis doit être sur Disney. Ouais, faites-moi plaisir, regardez Bis. Voilà, regardez Bis. Promis, on regarde. Au revoir, merci. Le DVD. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. À bientôt, merci beaucoup.